Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mercredi 15 mars. Nouvelle journée de mobilisation de l'intersyndicale contre la réforme des retraites. Mais avant le grand cortège de l'après-midi, les syndicats ont tracté auprès des automobilistes et se sont rendus visibles très tôt en matinée. La culture sous serre est-elle l'avenir pour le maraîchage face à un dérèglement climatique? Une vaste question abordée au cœur des jardins vitrés de la Max en présence d'invités d'honneur. Et puis dans cette édition, nous irons également au Fort Wagner à Verny où l'association qui gère le site remonte un antique four à pain récupéré à Orny. Côté ciel, même météo pour jeudi, les nuages prendront le dessus sur les éclaircies. Les températures resteront assez fraîches, le matin entre 0 et 1 degré, progression du thermomètre l'après-midi jusqu'à 14 degrés. L'univers du jeu de société et de rôle recense de plus en plus d'adeptes ces dernières années. D'ailleurs, ce week-end, vous pourrez vous affronter dans l'arène pour la 9e édition des Jeux de l'épée, organisée à la MJC Metz Sud. Pour détailler l'événement, nous accueillons ce soir Simon Falsetta. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'association L'Épée Reforgée. On va parler bien évidemment du programme de ces 18 et 19 mars, mais aussi on va parler de l'activité de la MJC. On revient vers vous très rapidement, le temps de développer le reste de l'actualité. Et on démarre par ce terrible fait divers survenu ce mardi. Un jeune homme a été tué par arme à feu en pleine rue à Forbach. Il a été touché par plusieurs tirs vers 23h alors qu'il semblait rentrer chez lui. L'autopsie sera réalisée ce jeudi à Strasbourg. Quelles sont les causes de cet homicide? Y a-t-il un ou plusieurs tireurs? L'enquête de la brigade criminelle de la police judiciaire le déterminera. De son côté, la victime était connue de la police et de la justice pour des atteintes aux biens et des faits de violence. Son voisinage l'a décrit comme gentil et respectueux. Ils sont à nouveau mobilisés ce 15 mars contre la réforme des retraites à Metz, mais avant le grand rassemblement qui était prévu à 14h, plusieurs syndicats ont tracté auprès des automobilistes, avenue Joffre et place Raymond Mondon, très tôt ce matin, à l'occasion de sensibiliser la population à ce 8e acte, alors que les députés et sénateurs devaient s'accorder aujourd'hui sur un texte en commission mixte paritaire. Alors avec cette nouvelle journée de mobilisation, qu'espèrent les manifestants? Réponse. On attend toujours la même chose, à savoir que le gouvernement revienne sur les 64 ans et les 43 ans. La journée d'aujourd'hui est très importante puisqu'on arrive à la fin du processus. Mais ce qui ne veut pas dire que ça va s'arrêter là. Enfin, on est prêt à continuer même au-delà. Pour se battre, il n'y a pas 56 solutions. On a bien vu que manifester, même avec des chiffres records dans les manifestations, c'était pas suffisant. Donc il faut passer le cap au-dessus. Le cap au-dessus, c'est la grève, c'est une mobilisation plus forte, pas des blocages pour embêter les gens, des blocages pour bloquer l'économie, pour faire en sorte que les grandes entreprises soient impactées sur leurs profits. Ici à Metz, ça fait plusieurs manifs où on est très nombreux, on va de record en record. À un moment, c'est plus possible d'ignorer ça parce que la colère, elle est en train de monter. Oui, on est prêt à continuer encore et à accentuer les mobilisations pour que le gouvernement comprenne et entende la réalité sociale. On s'appuie sur cette réalité de la rue. La rue, elle nous parle à nous. Si vous utilisez l'application EasyPark pour vous stationner, pour payer votre stationnement à Metz dès aujourd'hui, sachez que le tarif de chaque transaction sera augmenté de 15% si vous n'êtes pas résident messin, soit 30 centimes de plus sur le ticket. Il s'agit d'une hausse des frais de gestion car le service a coupé une partie de son financement issu des impôts locaux. Une hausse qui permettra également de financer le fonctionnement de l'application, mais également un centre d'appel pour les usagers. Pour rappel, début 2023, le stationnement avait également augmenté de 8% dans les parkings souterrains gérés par Indigo à Metz. Elle existe depuis 2019 et a enfin eu droit à son baptême. L'UOFA, l'unité opérationnelle franco-allemande, est un dispositif qui rassemble la gendarmerie nationale et la Bundespolizei. Les deux entités participent ensemble à des missions de sécurité publique de part et d'autre de la frontière. C'est une coopération unique ici en Moselle-Est et cette unité a désormais son emblème et son nom. Reportage de nos confrères de Mosaïque Cristal. L'hymne de la joie retentit dans le gymnase de la caserne de gendarmerie de Sarreguemines. La Bundespolizei et la gendarmerie nationale étaient rassemblées pour une cérémonie particulière.
L'UOFA, l'unité opérationnelle franco-allemande, vient d'être officiellement baptisée. Le nouveau fanion, représentant les deux pays, a été donné aux différents chefs de détachement. Un emblème qui marque leur forte coopération. Chacun peut se reconnaître dans cet emblème. Donc c'est symbolique et puis c'est aussi un moment de cohésion entre les Français et les Allemands. Durant la cérémonie, un nouveau nom a aussi été attribué à l'unité. L'unité Daniel Nivelle. En hommage à l'adjudant-chef de la gendarmerie mobile, victime d'une agression par des hooligans allemands lors de la Coupe du monde de football en 1998. Il a été choisi comme parrain et était présent avec son épouse pour les festivités. Daniel est très fier, au contraire, il a été honoré qu'on demande qu'il soit le parrain de l'unité, franco-allemande en plus. Alors c'est vrai qu'avec les liens qu'on a eus depuis tant d'années, c'est vraiment une fierté. L'unité a déjà plus de 120 missions à son actif. Les forces de l'ordre des deux côtés de la frontière participent ensemble à des missions de sécurité publique générale. Cela va des opérations transfrontalières aux rencontres de football, mais aussi des rencontres internationales sur le territoire européen comme le G7. L'unité est très soudée. Ça fonctionne très bien, nous nous connaissons très bien et c'est très important pour la cohésion. Nous sommes formés ensemble, nous avons une formation commune de 10 semaines et cela nous permet d'être soudés à un tel point qu'on ne ressent plus aucune barrière entre nous. La langue française ou la langue allemande n'est absolument pas un problème pour nous, on parle ensemble, on se comprend. Durant la cérémonie, 7 membres de la Bundespolizei ont aussi été décorés de la médaille de la sécurité intérieure. Avec seulement 11 mm de précipitations recensées en Moselle au mois de février, la question de la sécheresse interpelle, si bien que le préfet de la Moselle et les différents gestionnaires de l'eau se sont réunis pour former un comité départemental de la ressource en eau. Le but, anticiper et prévenir les risques de ce manque. La sobriété dans les usages de l'eau a été fortement demandée. Le comité doit se réunir d'ici moins de 3 semaines pour prendre au besoin des restrictions plus fortes. D'ailleurs, la sécheresse impacte nos sols et donc les terres cultivables. Alors, les cultures sous serre sont-elles l'avenir ? Réponse dans la rubrique du jour. Avec le dérèglement climatique, mais aussi l'envie de favoriser le circuit court et les produits locaux, comment peut-on envisager l'avenir du maraîchage ? Une question abordée lors d'un déjeuner débat au cœur des jardins vitrés de la Max, gérés par la famille Malassé, précurseur en Moselle de la culture sous serre. Pour en parler, 3 invités d'honneur se sont déplacés, le chef mosellan Michel Roth et les journalistes Louis Baudin et Philippe Collignon. Retour en images avec Jonathan Vaucher. La sécheresse, les pesticides, les sols impropres, mais aussi plus de bouches à nourrir. Alors à quoi pourrait ressembler le métier de maraîcher dans 20 ans ? À la Max, dans les jardins vitrés de la famille Malassé, on prépare l'avenir depuis le début des années 70. À l'époque, mon grand-père, on l'a pris pour un fou quand il a ramené les premières serres en Moselle. Pour moi, l'avenir du maraîchage, ça sera la serre. Suite au changement climatique qu'on traverse en ce moment, pour pouvoir produire sainement, pour pouvoir produire avec la moindre quantité d'eau possible, comme on a des gros problèmes d'eau en ce moment. Invités à un déjeuner débat, plusieurs experts ont vanté les moyens d'avenir de ces serres où tout est pensé pour augmenter la productivité et la qualité des cultures. L'eau est récupérée, on récupère l'eau de pluie, on est en circuit fermé, il n'y a plus d'intrants, beaucoup moins de pollution. Le CO2 qui est émis, il est récupéré pour lui aussi être réinjecté sous forme de chaleur. Donc on voit que là on est dans un cercle vertueux par rapport à la planète. Le maraîcher en 2030, 2040, c'est quelqu'un qui va être obligé de se mettre à la technologie, de maîtriser ses cultures, d'avoir une armada de drones pour voir où sont les zones de sécheresse, les zones pluviales, etc. Et c'est de maîtriser justement les cultures pour apporter toute l'alimentation à la population. Ici, 4,5 hectares de production en circuit court, essentiel pour le consommateur, mais aussi le cuisinier. Maintenant, à notre époque, il faut absolument cuisiner ou travailler des produits qui viennent de locaux, qui viennent de juste autour de nous, respecter les vraies saisons, pas gaspiller, on peut tout utiliser dans un légume, dans un fruit. Le respect des artisans, le respect de ceux qui cultivent, parce que c'est ça le bonheur, c'est que nous on est à la fin de la chaîne et on régale nos clients, quoi. Les jardins vitrés produisent chaque année 4 millions de concombres, 200 tonnes de fraises ou d'endives, une tradition familiale depuis 250 ans.
On passe à la culture. Dans la boîte à malice cette semaine, Alicia Hublot s'est intéressée au premier. Déjà, le premier film d'Emmanuel Nico qui réalise Dalva, le premier livre de la Lorraine Céline Rigui qui publie Berlin aux éditions du Sonneur et premier album du groupe mosellan La Mommsen qui, avec le titre Emblème, invite à des ballades indies pop. On écoute ici Emma, la chanteuse du groupe. Ce qu'on aime bien appeler un peu des tranches de vie, c'est des instants volés dans l'existence d'une personne, voilà, et c'est une ambiance. Des fois, c'est même pas forcément une histoire avec un début, un milieu, une fin, quoi. C'est des instants volés, voilà, c'est vraiment ça. J'aime bien me mettre un peu dans la tête d'une personne, voilà, que j'imagine, qui est inspirée au départ par la musique. Qu'on a trouvé avec les instruments. Encore une nuit à méditer, je croyais que ce soir c'était le bon. Je vais m'efforcer à y aller, regarder droit dans mes yeux, fermer mes yeux, figer mes lèvres. Mais tout va bien, mais tout va bien. Et vous connaissez la chanson, c'est un reportage à découvrir en intégralité ce soir à 19h dans la boîte à malice ou sur notre site internet. En volley féminin, le TFOC était sur le pont ce mardi soir pour rejouer un match de la 17e journée du championnat à Marc-en-Barœul à cause d'une erreur d'arbitrage. L'équipe de Romain Pitou s'était imposée lors du match initial sur le score 3-7-2. Cette fois-ci, score identique, mais en faveur de la formation nordiste. Une deuxième défaite de suite après celle du week-end dernier contre Mulhouse et une bien mauvaise opération au classement. Les partenaires de Mariam Sidibé perdent 1 point et restent à la 6e place à une longueur du Canet. Prochain rendez-vous samedi 18 mars à Cannes, puis la réception de Chamalières le 25. Une dernière rencontre que vous pourrez suivre sur Moselle TV. Autre mauvaise nouvelle, cette fois-ci pour Sarrebourg-Moselle Sud Handball. Le club de Christian Reinhardt a été rattrapé par la Commission nationale d'aide et de contrôle de gestion. C'est le gendarme financier en quelque sorte. Il a été sanctionné d'1 point plus 2 avec sursis pour non-respect de leur budget prévisionnel pour la saison 2021-2022. Au classement, l'équipe d'Arnaud Calbry perd 2 places et glisse en 11e position avec 10 longueurs d'avance sur Villeurbanne, premier relégable. Prochain rendez-vous, la réception de Cherbourg pour le compte de la 21e journée de Pro Ligue en D2 ce samedi 18 mars à partir de 20h25. Depuis plus de 40 ans, l'association ADFM s'occupe de la restauration du fort Wagner à Verny. Le bâtiment militaire, composé de 7 bâtiments sur 47 hectares, est le plus fonctionnel de la ceinture fortifiée Messine de 1914. Après plusieurs chantiers d'ampleur, les bénévoles s'attellent désormais à remonter un antique four à pain et récupérer à quelques kilomètres de là, à Orny. Reportage. On va dans la pièce de stockage des accessoires du four à pain. C'est le nouveau projet fou de l'association pour la découverte de la fortification messine. Au groupe fortifié l'Aisne, à Verny, les bénévoles ont passé plus de 40 ans à remettre ce monument de la deuxième ceinture fortifiée de Metz dans un état identique à celui de 1914. Après avoir électrifié tout l'ouvrage, remis en service des moteurs, l'ADFM a restauré 8 tourelles de canon ces 15 dernières années. Place désormais à la création d'un four à pain au cœur du fort Wagner. L'association, c'est une centaine de personnes à jour de cotisation, tombe à 40 actifs et qui ont produit depuis une dizaine d'années en moyenne 8500 à 8800 heures de bénévolat. Ce qui vous fait en ETP, parce qu'on parle souvent en équivalent temps plein, 5 ETP qui œuvrent ici. Entre 15 et 20 personnes travaillent ici tous les jeudis. Donc effectivement, on est toujours à la recherche de compétences multiples et variées pour nous aider, aussi bien pour les espaces verts que les travaux intérieurs, que l'électricité, la rénovation d'une façon générale, voire des passionnés d'histoire pour les recherches en archives. 6 mois de chantier déjà, 3 fois par semaine, pour ramener à la main les 8 tonnes de sable et les 24 000 briques. De quoi permettre aux plus de 1200 soldats de l'époque de manger leur miche de 400 grammes de pain quotidien. Au niveau de la poignée, on va venir enfourner le pain et cuire le pain. Donc il y a à peu près, 600 ou 700 pains d'un coup qui cuisent. Mais vu que le fort a été réutilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale pour modifier les torpilles françaises récupérées à l'arsenal de Toulon en 1942, quand ils sont descendus à Toulon, un des ouvrages a été complètement remanié. Donc on suppose que le four à pain s'y trouvait et a été démonté à ce moment-là.
Ou une autre des suppositions, c'est que le groupe fortifié d'Isère fournissait le pain pour le fort Wagner. Avec désormais plus de 2000 visiteurs, le fort propose des circuits de 2h15 avec l'équipement d'origine le plus complet et le plus fonctionnel de la région Messine. Et d'ici 5 à 10 ans, les 3000 m² de terrain derrière le fort serviront à accueillir un spectacle pyrotechnique et scénique en costume avec des figurants, à l'image de celui de Verdun par exemple. Présentation avec Christophe Decker, le coprésident de l'ADFM. Dans le fond, là où on est en train de dégager, nettoyer les tribunes, et la régie son derrière vous, et projection sur la façade, pyrotechnie sur le toit du bâtiment. Puis tout ce qui est équestre, il y a la petite caserne qui est dans le fond qu'on a vu au début, qui peut être utilisée comme stockage, enfin en tout cas pour parquer les animaux et tout ça. Et le fort installera aussi très prochainement un escape game à thème dans une des casernes. Il sera également d'escape game ces 18 et 19 mars lors de la 9e édition des Jeux de l'épée. On en parle avec l'invité. Simon Falsetta, bonsoir. Bonsoir. Alors on en a parlé à l'instant, la 9e édition des Jeux de l'épée, déjà, c'est l'événement phare de la MJC ? Alors oui, c'est l'événement phare de l'Épère Forgée, notre association de jeux de société, jeux de rôle, molki, enfin un peu tout type d'activité ludique. C'est nos portes ouvertes en quelque sorte. Donc on ouvre cette année ce samedi et ce dimanche. On accueillera en activité libre de 10h à 18h toute personne souhaitant découvrir l'univers ou participer à différents jeux, tournois, ou même affronter certains de nos bénévoles dans des duels au niveau des jeux de société, etc. Il y aura de la découverte de jeux de rôle, bien sûr les jeux de société. En soirée, il est prévu une sorte de petite murder party autour d'un petit repas, avec une petite préinscription nécessaire. Et voilà, ça fait déjà pas mal d'activités prévues. En effet. D'ailleurs, en parlant de jeux, est-ce que certains ont plus la cote ces derniers temps ? On parle de jeux de société, de jeux de rôle. Alors oui, les jeux de société, de façon globale, je pense que tout le monde en est assez conscient que ça explose littéralement. Donc il y a de plus en plus de jeux de société qui sortent. Le jeu de rôle revient également beaucoup sur le devant de la scène. Ça avait un petit peu baissé ces dernières années et là ça revient en force. Les jeux de société, on en a vraiment de tout type. On évite tout ce qui est jeux type Monopoly, etc. C'est vraiment pas trop l'objectif de notre structure. Ça serait quel type de jeu, par exemple, si on peut en citer quelques-uns Alors, par exemple, ça peut être des jeux assez simples tels que Splendor, etc. Où on peut aller partir sur du Terraforming Mars, où on va être plus sur du jeu de gestion avec un système de cartes. Voilà. On peut avoir du très gros jeu où on va partir sur quelques heures avec du Havre qui est un peu ancien mais qui tourne encore très bien. Donc les jeux sont vraiment très variés, on peut trouver vraiment pour tous les goûts. Même ce qu'on appelle les jeux d'arrêt Pérou par exemple, qui se jouent en quelques minutes autour d'un verre, entre amis, et ça tourne. Donc il ne faut pas être assez avancé dans la pratique du jeu pour venir. Non, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse vraiment à tous. Généralement, les membres de l'association s'adaptent aussi en fonction des nouveaux arrivants. On est quand même plus de 60 à l'heure actuelle au sein de la structure, donc on trouve pour tout et pour tous les goûts. Ouais. Alors vous n'avez pas que cette animation-là au cours de l'année. Depuis presque 2 ans, on retrouve un club de Molki notamment. Expliquez-nous. Alors, plus que 2 ans en fait. Le Metz Molki Club, qui fait partie de la structure, existe depuis maintenant plus de 10 ans. Et on organise notamment tous les ans, sauf période Covid malheureusement, l'Open de la Mirabelle. Durant les fêtes de la Mirabelle, ça se passe généralement le dernier week-end d'août. Donc c'est un assez gros événement où on devrait regrouper cette année plus de 124 équipes. On peut effectuer ça grâce notamment à la mairie de Metz, qui nous apporte un gros soutien technique pour pouvoir profiter notamment de l'esplanade, qui est quand même un lieu de jeu extrêmement agréable et qui plaît énormément aux personnes qui participent au tournoi.
Il y a également une nano-brasserie. Alors, oui. C'est bien ça ? C'est bien ça. Vous êtes bien renseigné. Donc là, on rentre plus dans le cadre de la MJC elle-même. Hein. Les Pères Forgés n'est qu'une association qui est hébergée à la MJC. Donc la nano-brasserie du sous-sol est effectivement une des activités que propose la MJC. L'idée est de proposer en fait de découvrir la façon de brasser la bière. Donc les stagiaires viennent, passent une journée avec nous. Ils font tout de A à Z, donc du concassage jusqu'à la mise en fermentation, et ils reviendront une quinzaine de jours après pour la mise en bouteille et repartiront avec leur production. À déguster avec modération, bien Toujours, évidemment. Bien évidemment. D'autres temps forts sont prévus pour cette nouvelle année ? Il y a pas mal de petits temps forts prévus au niveau de la MJC notamment. On développe énormément d'activités, notamment autour du thème parents-enfants, avec des cours de cuisine où les enfants et les parents se retrouvent, des échanges et des discussions entre les parents, etc. Donc ça, c'est la grosse thématique qu'on a mis en place cette année grâce à Pierre, un de nos nouveaux salariés. Il y aura bien entendu, là on arrive à l'AG de l'association, donc pour le renouvellement. Et, pour trouver aussi peut-être des nouvelles idées, ce genre de choses. C'est ça, de nouveaux bénévoles éventuellement. On est toujours à la recherche de personnes susceptibles d'apporter un petit plus à la MJC. Là, on va devoir gérer avec les travaux du Métis qui arrivent. Ça va être un peu plus négatif, mais on va essayer de relever le défi, puisque la MJC sera plus difficilement accessible pour tout à chacun. Mais je ne doute pas que les équipes vont pouvoir relever le défi et puis faire en sorte que chacun puisse continuer à profiter de la MJC et des différentes activités. Très bien, alors on n'hésite pas à se rendre à la MJC Metz Sud qui se trouve rue du 20e corps américain à Metz, les 18 et 19 mars. Vous avez parlé de réservation, il vaut mieux se rendre sur le site internet, la page Facebook. Alors vous pouvez vous rendre effectivement sur la page Facebook de Les Pères Forgés où il y a toutes les informations pour réserver auprès de nous. Merci beaucoup pour votre présence. Merci et à à vous. très vite. Et avant de se quitter, focus sur un classement des hôpitaux dans le magazine américain Newsweek. Le CHRU de Nancy a été classé parmi les meilleurs hôpitaux français dans le top 20 avec un score de 76,93%. Alors quid du CHR Metz-Thionville-Mercy ? Eh bien, il ne figure pas dans le top 20 français, mais à la 108e place avec un score de 72,52%. Les critères scrutés étaient par exemple les soins de première classe, les pôles de recherche et d'innovation. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, pensez à télécharger notre application mobile. Sinon, direction les réseaux sociaux. Pour la suite de votre programme, découvrez Franck Lingenheld, président du groupe du même nom, dans un nouveau face-à-face, suivi d'une bonne dose de culture dans une nouvelle boîte à malice. Et puis bien sûr, n'oubliez pas, ce soir, la rencontre de la 18e journée de la Ligue Butacaz Énergie entre Metz Handball et Saint-Amand-les-Eaux. C'est à découvrir sur Moselle TV dès 19h55. Très belle soirée et à demain.